Bonjour, donc aujourd'hui je voudrais vous parler du préjudice écologique et surtout revenir avec vous sur ce qu'on appelle le procès du siècle qui a donné lieu à un premier jugement du tribunal administratif de Paris. Donc comme d'habitude sous une vidéo un peu longue comme celle-ci, qui est l'extrait en fait du cours que j'ai donné à mes étudiants ce matin, je vous fais une timeline très précise et je vous en donne un petit aperçu pour que vous sachiez un peu de quoi on va parler. Tout d'abord je vais vous rappeler le cadre juridique qui est applicable, donc la charte de l'environnement, les dispositions du code civil qui nous intéressent. Puis après, on va analyser en fait le procès du siècle avec tout le raisonnement du juge. Je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus pédagogique qui soit, sur comment on pense en fait, d'un point de vue juridique, un régime de responsabilité et comment on est parvenu à reconnaître que l'État était effectivement responsable en partie du réchauffement climatique, ce qui a abouti d'ailleurs à une condamnation qui est problématique d'ailleurs et qu'on n'a pas encore fini d'analyser. Donc voilà, je vais vous parler du procès du siècle et je vais analyser tout ça en détail. Et à la fin, je dirai quelques mots aussi sur une décision du Conseil constitutionnel qui est concomitante en fait du jugement du tribunal administratif de Paris. Et cette décision du Conseil constitutionnel elle est très intéressante puisqu'elle nous définit en fait ce qu'est le préjudice écologique et en quoi ce préjudice écologique tel qu'il est énoncé dans le Code civil, il est conforme en fait à notre Constitution et plus particulièrement il est conforme à la charte de l'environnement. Donc voilà en fait une vidéo qui ne parle pas du tout de droit du travail, qui nous emmène vers le droit de l'environnement et j'espère que ça vous intéresse comme ça a intéressé mes étudiants ce matin. Pour comprendre d'abord le procès du siècle, je vous rappelle dans un premier temps, je vais vous rappeler en fait le droit qui est applicable. Quelles sont les règles de droit qui sont applicables? Et vous avez bien évidemment la charte de l'environnement. La charte de l'environnement, voulue par le président Chirac, elle a été rédigée, vous voyez, en 2004 et elle a été votée par une loi constitutionnelle que vous avez sous les yeux, qui est la loi donc du 1er mars 2005. Donc vous voyez que la charte de l'environnement, ça fait partie de ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. D'accord, ça fait partie de notre Constitution, puisque ça a été voté par une loi constitutionnelle. Et à l'heure actuelle, je crois d'ailleurs que le gouvernement Macron a prévu en fait de modifier la Constitution pour renforcer encore les dispositions relatives à l'environnement. Alors je ne sais pas s'il est question exactement d'intégrer la charte de l'environnement et en plus de la compléter par d'autres dispositions. Enfin bref, c'est pas l'objet, mais sachez que déjà en droit français, d'accord, dans notre bloc constitutionnel, on a la charte de l'environnement. Et la charte de l'environnement, elle commence par ses petits considérants, mais surtout elle a quelques articles, d'accord. Elle a quelques articles, elle proclame plusieurs choses. D'abord que on a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Que toute personne doit prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et surtout, je vous passe l'article 3, c'est l'article 4 qui nous intéresse, c'est toute personne doit contribuer à la réparation qu'elle cause à l'environnement. Ça, c'est le principe du pollueur-payeur. Voilà, il est là, sous vos yeux, d'accord? C'est cet article 4. Mais, et c'est ça qui est très important, c'est que cet article 4, il ne se suffit pas à lui-même. Pourquoi? Parce que l'article 4, il se finit par « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. » D'accord? Donc cet article 4, il ne se suffit pas à lui-même. Et les autres articles de la charte nous intéressent moins. D'accord? Mais cet article 4, il est essentiel, mais vous voyez bien qu'il ne se suffit pas à lui-même. Et les conditions définies par la loi, elles sont définies où? Eh bien, elles sont définies dans le Code civil. Dans le Code civil, vous avez un chapitre, qui est le chapitre concernant la réparation du préjudice écologique. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'articles, c'est de 1246 à 1252. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ces articles, brièvement? Ils nous disent d'abord, ils posent le principe de la responsabilité. Toute personne est responsable, qui est responsable d'un préjudice écologique doit le réparer. Donc ça, c'est le principe à nouveau du pollueur-payeur. Et ce que nous dit 1247, et c'est ça qui est problématique, il nous dit ce qui est réparable au titre du préjudice écologique, c'est pas tout, c'est les atteintes non négligeables aux éléments et aux fonctions des écosystèmes. Donc le préjudice écologique, c'est l'atteinte non négligeable. Si cette atteinte, elle est négligeable,
alors c'est pas un préjudice économique et il sera pas réparé au sens de ce chapitre du Code civil. Alors, qu'est-ce que nous dit le reste du Code civil? Donc là, vous avez compris, le principe de responsabilité, 1246, le préjudice réparable, 1247. 1248, c'est qui va agir en justice? Qui peut agir en justice? Qui a, nous dit le qualité et intérêt à agir? D'accord, la qualité et l'intérêt à agir, c'est la première question que le juge se pose. D'accord, il regarde, est-ce que la personne qui est devant moi, elle a le droit d'être présente devant moi? Et on vous dit évidemment, c'est l'État, c'est aussi l'Office français de la biodiversité, c'est toutes les collectivités territoriales. Vous voyez, la métropole de Rouen avec l'incendie Lubrizol, elle a qualité et intérêt à agir devant un tribunal pour faire condamner Lubrizol pour le préjudice écologique que Lubrizol a pu faire avec l'incendie qui s'est produit. Ainsi que donc les établissements publics, etc. Et surtout, et c'est ça qui nous importe aujourd'hui, les associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans à la date de l'introduction de l'instance. Autrement dit, c'est pas n'importe quelle association. Elle a pas été créée pour les besoins de la cause. En fait, elle existait déjà. Elle avait déjà cette préoccupation de la protection de la nature et de la défense de l'environnement depuis un certain temps, et ça lui donne cette légitimité nécessaire pour avoir qualité et intérêt à agir devant le juge pour demander la réparation de ce préjudice écologique. Et maintenant, comment le préjudice écologique est-il réparé? C'est ce que nous dit l'article 1249. Il nous dit, le préjudice écologique, il se répare par priorité en nature. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? En fait, il y a 2 types, en matière de responsabilité civile, il y a 2 types de réparation. La réparation en nature et la réparation par équivalent. La réparation par équivalent, c'est quand on attribue des sommes d'argent, des dommages et intérêts. La réparation en nature, c'est quand on force celui qui a commis la faute à réparer et à remettre les choses en l'état. D'accord? Donc, classiquement, dans le droit de la responsabilité, vous voyez, quand vous avez un accident, vous perdez votre bras, eh bien, évidemment, on ne peut pas condamner le responsable à faire une réparation en nature. Parce qu'un bras, ça ne repousse pas. Donc, on va généralement, le plus fréquemment, on va souvent condamner à des réparations par équivalent. Mais là, en matière de préjudice écologique, le principe, c'est le responsable, celui qui est reconnu responsable, il doit faire une réparation en nature, il doit remettre les choses à l'état où elles étaient avant que le préjudice ne se produise. Ça, c'est le principe. Le principe, c'est le principe de la réparation en nature. Et l'alinéa suivant vous dit, à défaut de réparation en nature, on peut quand même condamner à des dommages et intérêts. Les dommages et intérêts, ils sont versés à qui? Ils sont versés à l'association, à la personne qui a intenté l'action en justice pour obtenir la réparation de ce préjudice, d'accord? Donc, les dommages et intérêts seront versés à cette association. Et cette association, en fait, elle devra affecter les sommes à la réparation de l'environnement. Et ça, c'est aussi assez exceptionnel parce que, vous voyez, reprenons l'exemple de la victime qui a perdu son bras. La compagnie d'assurance en face, elle va verser la somme à la victime. Mais la victime, elle ne sera pas obligée de s'acheter une prothèse de bras avec cette somme-là. Elle fait ce qu'elle veut, en fait, des dommages et intérêts qu'elle a obtenus. Alors que là, on vous dit bien, voilà, pour le préjudice économique, il faut que ce soit un préjudice qui soit non négligeable. Et si jamais on doit verser des dommages et intérêts à une association de défense de l'environnement, elle devra utiliser ces sommes pour réparer l'environnement. D'accord ? Donc en somme, le principe c'est toujours on essaye de faire une réparation en nature. Si celui qui est responsable ne peut pas faire cette réparation en nature, alors on chargera quelqu'un, une association, celui qui a agi en justice, de faire cette réparation en nature à sa place. Et pour cela, elle utilisera les dommages et intérêts qu'on lui a alloués. D'accord ? Voilà. Et puis, il est prévu ensuite que les condamnations, il faut qu'elles soient effectives. Donc on veut s'assurer que le responsable va réparer le plus vite possible ou que l'association soit en mesure de réparer le plus vite possible. Donc on permet en fait la condamnation à des astreintes. Généralement, la condamnation à une astreinte, c'est de dire voilà,
À partir du moment où on a rendu la décision de justice, vous avez un délai de 3 semaines pour commencer à l'exécuter. Et au bout de 3 semaines, vous devrez payer tant d'euros par jour de retard que vous n'avez pas fini de faire la réparation. Donc on prévoit une astreinte et on prévoit que le juge qui a reconnu la responsabilité au titre du préjudice écologique, ce juge-là, il peut liquider l'astreinte qu'il a prononcée, ce qui n'est pas toujours le cas. Bon bref, ça c'est un peu des procédures civiles d'exécution. Voilà. Donc ça c'est ce que nous dit en fait le Code civil. Et si on veut être parfaitement complet, j'en ferai peut-être un petit bout de vidéo où j'en parlerai peut-être à la fin de celle-ci. En fait, le Conseil constitutionnel a rendu cette semaine, vous voyez, la décision est ici, le 5 février 2021, elle a rendu une décision à propos de l'article 1247. D'accord. Il y avait une QPC qui avait été posée là-dessus sur cette atteinte non négligeable. Et en fait, la question qui était posée, c'était de savoir, vous voyez, la charte de l'environnement, elle dit tout le monde doit réparer en fait le dommage qu'elle cause à l'environnement. Et pourquoi le Code civil nous dit ah ben non, la réparation c'est que pour les atteintes non négligeables. Est-ce que cet article 1247, il est conforme à la Constitution? Est-ce qu'il est conforme à la charte de l'environnement alors qu'il réduit en fait le préjudice écologique aux atteintes non négligeables? Donc, je vous en parlerai ça après. Mais là, maintenant, on va revenir donc maintenant sur le procès du siècle. Le procès du siècle, donc, qui est un jugement du tribunal administratif de Paris. Alors, je l'ai là sous les yeux. Il est un peu long, je suis désolé. Donc, le tribunal administratif de Paris, vous voyez, il a été saisi par plusieurs associations. Oxfam, Notre Affaire à tous, Fondation pour la Nature et l'Homme et enfin Greenpeace. Et donc, évidemment, quand vous assignez l'État en justice, vous ne pouvez pas l'assigner devant le tribunal de grande instance, vous ne pouvez l'assigner que devant une juridiction administrative. Donc là, en l'occurrence, c'est le tribunal administratif de Paris. Et la décision est donc du 3 février 2021, mais si vous voulez, je la mettrai sur le Slack ou enfin, je vous donnerai les références exactes pour ceux que ça intéresse. Alors, le début de la décision, il est très très long. Vous voyez, c'est une décision qui fait 38 pages. Et en fait, au début, dans toutes les décisions de justice, on rappelle en fait les prétentions des parties, de chacune des parties. Donc, comme là, il y a 4 associations, elles avaient toute une série de choses à faire valoir. Donc, je fais défiler ça rapidement pour en arriver en fait à la motivation du juge. Donc, en fait, la motivation du juge, elle commence à la page 22. Vous voyez. Alors, attendez, hop, et on y arrive. C'est intéressant, ça vous montre aussi comment est structurée en fait la motivation d'un jugement. Alors un jugement, voilà, en droit administratif, les jugements, ils commencent toujours par un visa avec tous les textes au regard desquels le juge va statuer. Donc là, vous avez la Constitution et son préambule. Alors ils n'ont pas mentionné la charte de l'environnement, mais vous allez voir, elle apparaît dans le reste de la motivation. Et après, regardez, c'est ça qui est intéressant déjà, c'est assez révélateur. On recense toutes les conventions internationales qui ont été ratifiées par la France. D'accord ? La Convention sur les changements climatiques de 97, l'accord de Paris du 12 décembre 2015, et ensuite tout le droit européen, toutes les décisions européennes qui s'appliquent à la France, d'accord ? Depuis des décisions de 96 jusqu'à des décisions, le règlement du Parlement européen de 2018. Et on va voir ça c'est son incidence sur la suite. Le Code civil, évidemment. Le Code civil, pourquoi ? Parce que il y a tous les articles que je viens de vous exposer, et ensuite donc tous les autres, le Code de l'énergie, le Code de l'environnement, toutes les lois, etc. Bon. Donc ça, c'est les textes qui vont être utilisés par le juge administratif pour savoir si l'État est responsable ou pas d'un préjudice écologique. Alors, le préjudice écologique qui est invoqué, c'est quoi ? D'accord ? Et là, ce paragraphe 9, là, il vous synthétise en fait tout l'enjeu du litige. Qu'est-ce que sollicitaient en fait les associations ? Alors déjà, elles sollicitaient juste une somme symbolique de 1 euro, effectivement, mais elles sollicitaient également que soit prononcée, et je vous ai expliqué tout à l'heure, que soit prononcée une injonction à l'encontre du Premier ministre et de ses ministres pour adopter les mesures nécessaires pour mettre fin aux dommages liés, etc. Donc vous voyez que l'enjeu du litige, c'était pas d'obtenir des dommages et intérêts qui permettraient aux associations Greenpeace, etc., de suppléer en fait à la carence de l'État, à son inaction. Le but, c'est juste d'avoir une somme symbolique, mais c'est surtout de pouvoir créer une injonction sous astreinte qui force le gouvernement à agir.
D'accord? Donc c'est un procès qui est un peu politique, puisque son véritable enjeu, c'est de condamner l'État à l'action. Voyez, et c'est ça qui est assez joli, c'est pour ça que c'est un peu le procès du siècle, parce que on assigne l'État pour le faire réagir. Bon. Et pourquoi on fait tout ce procès? Parce qu'on estime que l'État est responsable. Il est responsable parce qu'il a commis des fautes. Et une faute, c'est des fautes par omission. Il a eu des carences en fait dans sa lutte contre le changement climatique. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce procès, c'est de dire on va caractériser la faute de l'État au regard de tout ce qu'il n'a pas fait avant pour pouvoir le condamner à agir après. Voyez, et c'est ça l'enjeu du litige, c'est pour ça que c'est le procès du siècle, parce que d'une certaine manière, c'est tout ce qu'il n'a pas fait pendant les années 90 pour le forcer à faire des choses au 21e siècle. Alors, la recevabilité de l'action, voilà, vous avez compris l'enjeu du litige. Maintenant, on se pose la question de est-ce que ces associations, elles peuvent agir en justice pour faire ce genre de choses, pour solliciter ce genre de choses? Et a priori, oui. Pourquoi? Parce que le Code civil nous prévoit bien qu'il y a ce principe, 1246, du pollueur-payeur. Et de la même manière, l'article 1247, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il parle du préjudice écologique, qui est l'atteinte non négligeable aux éléments, etc., aux fonctions des écosystèmes. Et on peut faire cette action en réparation de la part des associations agréées ou créées depuis au moins 5 ans, etc. Donc voyez, le droit, en fait, il est clair, il permet ce type d'action. Il permet ce type d'action et, en l'occurrence, après, le tribunal administratif, dont je vous passe les détails, considère que effectivement, l'association Oxfam France, eh bien, elle est recevable à présenter ses conclusions en réparation du préjudice écologique parce qu'elle remplit les conditions qui sont énoncées dans le Code civil. De la même manière, l'association Notre Affaire à tous, nous dit le tribunal administratif, elle est également recevable à présenter ses conclusions en réparation du préjudice. Pareil pour l'association Nature et Homme, pareil pour l'association Greenpeace. D'accord? Donc de ce point de vue-là, le premier raisonnement du juge, c'est de dire oui, effectivement, l'action de ces 4 associations, elle est recevable. Ils ont intérêt et qualité à agir pour prétendre que l'État est responsable et qu'il doit, par conséquent, être condamné au titre de la responsabilité pour le préjudice écologique. Alors, le préjudice, donc là, c'est juste l'action, en fait, elle est possible. Maintenant, on est en termes d'une action en responsabilité. Et l'action en responsabilité, que ce soit vis-à-vis de l'État ou vis-à-vis d'un particulier, c'est toujours la même chose. Il y a toujours les mêmes éléments qui sont indispensables à caractériser. Il faut d'abord arriver à définir quel est le préjudice, d'accord? Parce que si vous n'avez pas de préjudice, vous pouvez avoir toutes les fautes du monde. S'il n'y a pas de préjudice, il n'y aura pas de responsabilité, d'accord? Donc la première chose qu'on doit caractériser, c'est quel est le préjudice? En quoi est-ce qu'il consiste précisément ce préjudice? La deuxième question qu'on va se poser, c'est quelle est la faute que l'on peut reprocher à la personne qui est responsable, et là en l'occurrence c'est l'État. Donc comment est-ce qu'on caractérise la faute auprès de l'État? Et la dernière question qu'on doit se poser, c'est quel est le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice? Parce que parfois il y a des fautes qui sont avérées, mais qui n'ont aucun lien de causalité avec le préjudice qui est survenu. Et donc dans ces cas-là, il n'y a pas de responsabilité non plus. Donc vous voyez bien qu'il y a 3 conditions cumulatives: déterminer le préjudice et son étendue, déterminer la faute, et ensuite identifier le lien de causalité entre les deux. Et juste un mot sur ce lien de causalité, il y a en fait en droit 2 types de causalité. Il y a ce qu'on appelle la causalité adéquate et la causalité par équivalence des conditions. Au-delà de ces termes un peu compliqués, c'est 2 idées très simples. La causalité adéquate, c'est de dire la faute, elle a engendré la réalisation du préjudice. Et c'est le fait générateur exclusif du préjudice qui s'est réalisé. Ça, c'est la causalité adéquate. C'est, vous voyez, une causalité très précise, très proche des lois de la physique, d'accord? Et après, vous avez une autre causalité qui est plus souple, plus indirecte. C'est la causalité par équivalence des conditions. Et là, en fait, ce qu'on dit, c'est que la faute, elle a contribué à la réalisation du préjudice. C'est peut-être pas le seul fait générateur de ce préjudice, mais elle y a contribué peu ou prou. Et ça suffit pour retenir la responsabilité de celui qui a commis la faute. Donc vous voyez bien qu'à travers la question du lien de causalité, en fait on peut tout faire capoter.
C'est-à-dire que si on a une appréciation trop stricte de la causalité, on peut très bien dire, il y a un préjudice, il y a une faute, mais j'arrive pas à identifier vraiment que la faute, elle a causé le préjudice. Alors que si on est un peu plus flou, un peu plus approximatif, on peut dire, bon bah cette faute, elle a forcément contribué à la réalisation du préjudice. Gardez ça en tête pour ce qu'on va dire après. Dans ce paragraphe-là, le paragraphe 16, d'accord, le tribunal administratif va définir ce que c'est que le préjudice écologique. Et le préjudice écologique, pour le juge, et comme l'invoquaient les associations, c'est le réchauffement climatique. Donc déjà, ce jugement, il est important parce qu'il vous dit le réchauffement climatique, et c'est tout ça, le réchauffement climatique, c'est un préjudice écologique. Et c'est un préjudice écologique qui a de multiples conséquences et des conséquences durables. C'est-à-dire que ce réchauffement climatique, il va produire ses effets pendant des années à venir. C'est le futur, en fait, qui est obéré à un autre passage. Vous verrez, le tribunal montre que ça peut durer 100 ans, en fait, ce qui se produit à l'heure actuelle, d'accord ? Pendant au moins 100 ans, on aura du mal à corriger ce qui est en train de se produire. Donc vous voyez qu'il y a tout ce passage qui est déjà très intéressant, donc qui vous dit effectivement le réchauffement climatique, c'est un préjudice écologique. Et c'est le préjudice écologique dont on va identifier si l'État en est au moins partiellement responsable. Donc voilà, on a défini le préjudice. Maintenant, on va regarder si on arrive à caractériser la faute et si on arrive à caractériser le lien de causalité. Alors, et c'est toute cette partie-là à partir du paragraphe 17, d'accord ? Alors, la première chose que nous dit le tribunal administratif, c'est que il pèse sur l'État français une obligation de lutte contre le réchauffement climatique. Et d'où elle sort cette obligation qui pèse sur l'État français de lutter contre le réchauffement climatique? Eh bien, cette obligation, je l'identifie à travers toutes les conventions internationales que la France a ratifiées, de tout le droit international qui s'impose à la France. Donc, dans cette partie-là, le paragraphe 18, et c'est ça aussi un des apports fondamentaux de cette décision, le tribunal administratif va donc recenser, vous voyez, toutes les conventions internationales que la France a ratifiées ou auxquelles elle a adhéré et qui montrent, qui lui imposent, vous voyez, de véritablement agir sur le climat, qui reconnaissent l'urgence à agir et à réagir sur cette problématique du réchauffement climatique. D'accord ? Donc là, vous avez tout ça, vous pourrez le relire à tête reposée. Ensuite, le tribunal administratif nous dit, regardez, il y a aussi tout le droit européen qui reconnaît l'urgence à agir sur le climat. D'accord ? Et après, donc ça, c'est tout le droit, en fait, supranational qui reconnaît et qui impose une action de la part des États, mais vous avez aussi en droit interne, d'accord ? Vous avez les engagements que l'État, auxquels l'État s'est lui-même soumis avec la charte de l'environnement qui fait partie de notre bloc de constitutionnalité, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez également donc des dispositions législatives encore plus précises que l'on trouve dans le Code de l'énergie. Notamment, vous voyez, il est énoncé dans le Code de l'énergie qu'on doit essayer de réduire les émissions à effet de serre d'ici 2030, etc., et à l'horizon 2050. Et au terme de toute cette analyse de la loi, vous avez ce paragraphe 21 qui est extrêmement important, puisque dans ce paragraphe 21, l'État français, d'accord, nous dit le tribunal, il a reconnu l'existence de l'urgence à lutter contre le dérèglement climatique, et il se l'est imposé à lui-même. Il a choisi, en fait, de prendre des engagements internationaux à l'échelle nationale. Il s'est engagé à exercer son pouvoir réglementaire. Il s'est engagé à mener une politique publique de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Eh bien, voilà, c'est à l'aune de ces engagements qu'il s'est imposé à lui-même que je vais caractériser ou non si l'État a commis une faute ou pas. Donc vous voyez que c'est très très fort ça, cette partie-là de la décision, on en a beaucoup parlé dans la presse parce qu'en fait c'est l'intérêt symbolique de ce jugement, c'est de dire lorsque l'État s'engage, ces engagements-là, eh bien
on peut les lui opposer. Ils deviennent opposables à l'État. Et après, le tribunal administratif va rentrer dans des considérations un peu plus techniques. Il va dire, voilà, les fautes, je vais essayer de les caractériser au regard de différents éléments. D'abord, l'État français s'était engagé à améliorer l'efficacité énergétique. Vous voyez, en gros, les problèmes d'isolation des maisons pour qu'en gros, on ait moins à brûler de fioul, moins à brûler des énergies fossiles, ce qui permettrait de réduire forcément les émissions des gaz à effet de serre. Et donc là, on recense à nouveau donc tout le droit très spécifique de ce point de vue-là. Et à la fin de son raisonnement, le tribunal administratif dit il y a effectivement une faute de l'État. D'accord ? L'État, il a commis une faute, il n'a pas tenu ses engagements sur la baisse, sur tout ce qui est amélioration de l'efficacité énergétique. Néanmoins, cette amélioration de l'efficacité énergétique, elle n'est qu'une des politiques sectorielles mobilisables en ce domaine, et donc, ça ne peut être regardé comme ayant contribué directement à l'aggravation du préjudice écologique dont les associations demandent la réparation. Donc là, on vous dit, il y a bien une faute, mais il n'y a pas de lien de causalité. Il n'y a pas de lien de causalité parce que le tribunal administratif a voulu identifier une causalité adéquate. Il a choisi le lien de causalité le plus dur à caractériser. Vous voyez, c'est contribuer directement. Ça, c'est de la causalité adéquate. C'est pas de la causalité par équivalence des conditions. C'est vraiment de dire, il faut que telle faute, elle engendre tel préjudice. Et là, en l'occurrence, on peut pas identifier ce lien avec certitude. Pourquoi ? Parce que ça rentre dans plein de politiques sectorielles, ce qui fait que la faute de l'État, elle est diluée dans la faute des autres aussi. Donc, première caractérisation de la faute sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, le tribunal dit il y a une faute mais il n'y a pas de lien de causalité. Deuxième faute, c'est l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie. D'accord ? Donc ça, c'était la deuxième, on essayait de caractériser la faute d'une deuxième manière, et donc là, pareil, on revient sur l'analyse du droit, sur tous les seuils que l'État français s'était engagé à respecter, et effectivement, à nouveau, on arrive à déterminer que les objectifs que s'est fixé l'État n'ont pas été atteints non plus. Donc la faute, elle est caractérisée à nouveau, mais c'est encore le même problème. Ces objectifs, c'était qu'une des politiques sectorielles qui étaient mobilisables, d'accord ? Cette faute-là, elle est diluée dans plein d'autres fautes, et donc on ne peut pas la raccrocher avec un lien de causalité adéquat au préjudice écologique que constitue l'augmentation de la température, enfin, le réchauffement climatique. Donc, dès lors qu'il y a une faute, mais qu'il n'y a pas de lien de causalité, je ne peux pas reconnaître la responsabilité de l'État sur ce point de vue-là. Et enfin, donc, vous avez l'objectif des réductions des émissions des gaz à effet de serre. Alors là, pareil, on reprend toute l'analyse encore plus détaillée des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre que l'État s'était fixé. Et donc là, vous voyez, c'est encore plus long. Je vous laisserai le temps de le relire à tête reposée si ça vous intéresse. Mais effectivement, à la fin de ce raisonnement-là, le tribunal nous dit « l'État doit être regardé comme ayant méconnu le premier budget carbone qui s'était fixé et qu'il n'a ainsi pas réalisé les actions qu'il avait lui-même reconnues comme étant susceptibles de réduire les émissions de gaz à effet de serre. » Donc là, la faute, elle est bien caractérisée. Et l'État, en fait, il n'a rien fait pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et, nous dit le tribunal dans ce paragraphe 31, eh bien, il ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité. Sa responsabilité, elle est certaine. Pourquoi ? Parce que le non-respect de ses engagements, d'accord, ça va en plus se traduire par une augmentation supplémentaire des gaz à effet de serre. Et ces augmentations, en fait, elles vont se cumuler, elles vont produire leurs effets pendant encore au moins 100 ans. Et le préjudice écologique, il en est aggravé d'autant. Donc là, en fait, on vous dit, la faute de l'État, elle est en lien de causalité directe avec le préjudice écologique que constitue l'augmentation de la température. D'accord ? Donc là, voilà, on a les trois qui sont réunis, les trois paramètres de la responsabilité qui sont réunis. Le préjudice écologique, qui est le réchauffement climatique, la faute,
qui était de diminuer l'émission des gaz à effet de serre, et l'État n'a rien fait de ce point de vue-là. Et cette faute-là, elle est bien en lien de causalité directe avec le préjudice écologique. Donc la responsabilité de l'État, elle peut être reconnue. Après, donc sur le reste, le tribunal considère que sur les autres points là, il n'y avait pas de faute ou pas de lien de causalité. Et donc, on a, voyez, premier temps du raisonnement, est-ce que les associations pouvaient agir devant le juge? Oui. Deuxième temps du raisonnement, est-ce que les 3 conditions cumulatives de la responsabilité sont réunies? Oui. Avant-dernier temps du raisonnement, c'est quoi le préjudice indemnisé? Le préjudice réparable et le préjudice indemnisé. Et là, on revient en fait au Code civil. Le tribunal administratif nous rappelle l'article 1249 et il nous rappelle bien l'articulation que je vous ai expliquée tout à l'heure, c'est que par principe, la réparation, c'est une réparation en nature, d'accord ? Et le préjudice écologique, d'accord, il peut être, donc il est réparé par priorité en nature, et ce n'est que si l'auteur responsable n'est pas en mesure de faire cette réparation qu'on va confier à des associations le soin de le faire pour eux. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on fait une condamnation à des dommages et intérêts. Et là, en l'occurrence, vous voyez, l'État, nous dit le juge, l'État, il est parfaitement capable de réparer le préjudice qu'il a lui-même causé. D'accord ? L'aggravation du préjudice écologique, de l'augmentation du niveau des températures, c'est dû à une carence de l'État, mais l'État lui-même peut parfaitement, par ses actions futures, réparer en nature le préjudice écologique auquel il a contribué. Donc en fait, on applique le principe de 1249. Et on ne va pas verser des dommages et intérêts parce que verser des dommages et intérêts, ça n'est que dans le cas où l'auteur lui-même ne peut pas faire cette réparation. Or, l'État peut faire cette réparation, donc il n'y a pas lieu de verser les dommages et intérêts aux associations de défense de l'environnement. Et d'autre part, nous ajoute le tribunal administratif, mais là c'est un peu le coup de pied de l'âne, c'est que en plus, il nous dit, voilà, c'est à ce moment-là, il demande 1 euro symbolique. C'est pas avec 1 euro symbolique que Greenpeace va pouvoir faire à la place de l'État ce que l'État lui-même n'a pas fait pendant des années. D'accord ? Donc il dit, en plus de ça, ce qu'il demande n'a aucun sens au regard de la logique même du fonctionnement de l'article 1249 du Code civil. En fait, ce que Greenpeace aurait dû solliciter, c'est 5 milliards de dommages et intérêts pour pouvoir faire ce que l'État n'a pas fait. Bon, ils ont préféré demander 1 euro, je ne sais pas qui les a conseillés pour faire ça, mais manifestement, c'était effectivement pas très bien avisé. Donc ça, c'est, vous voyez, il n'y aura pas de réparation en argent. Pourquoi ? Parce que l'État peut lui-même réparer le préjudice auquel il a contribué. Et autre passage très important de cette décision, et ça m'obligera à vous faire une deuxième vidéo là-dessus, c'est que, rappelez-vous, au tout début, quand on rappelle l'enjeu du procès, on vous disait les condamnations, elles sont symboliques, mais surtout ce que cherchent les associations, c'est que soient prononcées des injonctions contre l'État, contre le Premier ministre et ses ministres et le gouvernement, des injonctions à agir dorénavant. Et là, en fait, sur ce point, donc le tribunal dit effectivement, s'il y a une responsabilité de l'État, je suis néanmoins pas en mesure à l'heure actuelle de statuer sur les éventuelles injonctions que je pourrais faire. Donc en fait, là, on est en présence de ce qu'on appelle un jugement avant dire droit, c'est-à-dire que le juge, il a rouvert les débats, il a dit « je vous donne 1 mois pour revenir devant moi avec des éléments plus pertinents qui me permettront de statuer ou non sur le fait que je peux prononcer une injonction vis-à-vis de l'État ». Et c'est là où on est, bon, il faudra attendre la deuxième décision en fait, du tribunal administratif de Paris, mais s'il prononce des injonctions, vous voyez que ça sera un peu bizarre, c'est qu'un petit juge d'un tribunal administratif va se permettre de donner des injonctions à l'État français. Bon, on va voir ce que ça donne, c'est assez intéressant de voir ce qu'il en sera à la fin. Mais la possibilité même de prononcer une injonction contre l'État, elle n'est pas exclue, elle n'est pas totalement fermée par le tribunal administratif au jour où je vous parle. Et dernière chose que nous dit le tribunal administratif, c'est que, mais là cette fois on n'est plus du tout dans le cadre du préjudice écologique au sens du code civil, là on est maintenant dans le code de l'environnement, et on dit dans le code de l'environnement, les associations elles peuvent agir en justice, et notamment elles peuvent solliciter la réparation de leur préjudice moral.
Donc en fait, le préjudice moral, il n'est pas réparé au titre du préjudice écologique, c'est un préjudice en fait distinct qui résulte en fait de l'application du Code de l'environnement. Et le tribunal administratif dit effectivement, l'association Oxfam, pour le préjudice moral, elle sollicite 1 euro symbolique et je le lui octroie. Pareil pour les autres associations. Et voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, à la fin de son jugement, vous voyez, on voit bien que on dit que l'État est condamné à verser 4 euros, enfin 1 euro à chacune des associations. Et on ne sait pas encore, au terme des injonctions, ce qui va être décidé, parce que ça nécessitera un autre jugement dans le cadre de ce procès du siècle. Donc voilà, en fait, ça vous donne un peu de tout ce qu'il y avait dans ce jugement, qui est assez riche, mais qui est assez pédagogique, parce qu'il vous montre bien, en fait, toutes les étapes d'un raisonnement en termes de responsabilité, et le fait que parfois il y a des fautes, mais qu'il n'y a pas de lien avec le préjudice, donc on ne peut pas reconnaître la responsabilité, et ça vous dit aussi un peu ce que c'est que donc le préjudice écologique. Et pendant que je suis là dans ma lancée, je vais vous parler aussi de la décision du Conseil constitutionnel, parce que ça vous permettrait d'avoir vraiment une vision globale de ce que c'est que la problématique du préjudice écologique. Et dans ce... Voilà, vous avez... Je reprends brièvement donc ce que je vous avais dit. La charte, dans son article 4, elle pose bien le principe du pollueur-payeur. Toute personne qui a commis un préjudice écologique doit le réparer. D'accord ? On doit réparer les préjudices qu'on cause à l'environnement. Et le Code civil nous dit simplement le préjudice écologique, c'est simplement les atteintes non négligeables. Et donc, en fait, il y a un cabinet d'avocats qui a posé une QPC. Elle est là. En fait, c'est... je pourrais vous donner les références de l'arrêt, mais c'est un arrêt donc, de la Chambre criminelle donc de novembre 2020. Et en fait, l'idée qu'il y a derrière cette QPC, c'est de dire le législateur, en fait, il a dans le Code civil restreint le préjudice écologique à ce qui est non négligeable. Alors que, et en faisant ça, en fait, il a méconnu la charte de l'environnement qui, elle, pose un principe général de réparation et qui ne lui donne aucune limite. D'accord ? Et que répond le Conseil constitutionnel dans sa décision du 5 février 2021 ? Et c'est le paragraphe 7 que vous avez sous les yeux là. Le Conseil constitutionnel, en fait, il s'appuie sur les travaux préparatoires de la loi. Donc, il a regardé, en fait, toute la discussion parlementaire qui a eu lieu avant la loi de 2016, qui a modifié le Code civil, qui a inséré ces articles dans le Code civil. Et qu'est-ce qui ressort, en fait, des travaux parlementaires ? Eh bien, le législateur, en fait, il a voulu 2 choses. Il a dit, et c'est ça, ce passage-là qui est important pour vous, d'accord ? Outre les dommages à l'environnement qui préjudicient aux personnes physiques et morales et qui sont de ce fait réparés dans des conditions de droit commun, d'accord ? On doit également réparer le préjudice qui affecte exclusivement l'environnement. Et donc, vous voyez, en fait, il y a, à travers cette phrase, ce que nous dit le Conseil constitutionnel, c'est qu'il y a 2 régimes qui s'articulent entre eux. C'est-à-dire que pour le préjudice qui est le préjudice écologique, c'est un préjudice qui est exclusivement à l'environnement, d'accord ? Il y a des associations ou l'État qui peuvent agir en réparation et en fait on fait cette réparation en nature et tout ce préjudice écologique c'est pour des choses qui ne sont pas négligeables, d'accord ? Mais si c'est négligeable, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y aura pas de réparation. Quand on n'est pas dans un préjudice non négligeable, quand on est dans le droit commun, eh bien dans le droit commun, toute victime, d'accord, d'un préjudice, quand bien même il serait négligeable, eh bien, il pourra toujours obtenir la réparation intégrale de ce préjudice. Donc en fait, le Conseil constitutionnel nous dit, le Code civil tel que vous l'avez sous les yeux, il n'est pas contraire à la charte de l'environnement. Pourquoi ? Parce que, par ailleurs, le droit de la responsabilité classique vous permet d'obtenir la réparation de tous les autres préjudices que ne pourrait pas indemniser le Code civil au titre du préjudice écologique. D'accord ? Donc cette articulation des régimes de responsabilité garantit que dans tous les cas, un préjudice écologique sera forcément réparé. D'accord ? Si c'est un préjudice négligeable, eh bien dans ces cas-là, c'est la victime qui peut agir en justice pour obtenir la réparation. Et si c'est un préjudice qui est non négligeable, alors à ce moment-là, on est dans un régime un peu exorbitant où l'État, des associations peuvent aller devant le juge
pour obtenir la réparation en nature de ce préjudice écologique ou à défaut des dommages et intérêts qui permettront de remettre les choses en l'état, de revenir à l'état antérieur, là où il n'y avait plus ce préjudice, d'effacer totalement ce préjudice écologique. D'accord ? Donc grâce à ça, en fait, nous dit le Conseil constitutionnel, eh bien, les dispositions du Code civil ne sont pas contraires à la Constitution parce que, par ailleurs, on peut quand même obtenir réparation de ce préjudice. Voilà pour donc toute la problématique du préjudice écologique et du procès du siècle. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que là, je viens de faire un petit marathon de démonstration juridique.